Et bien maintenant, nous allons attaquer le dossier numéro 2. Le dossier numéro 2 du cycle de D4. Vous êtes amené à examiner aux urgences ophtalmologiques Mademoiselle Boukaki, de 26 ans, qui se plaint d'une baisse d'acuité visuelle brutale de l'œil droit depuis ce matin. Ça peut arriver vraiment tous les jours. Et vous l'examinez, vous lui faites le premier temps de l'examen ophtalmologique qui est l'acuité visuelle pour voir effectivement s'il y a vraiment une baisse d'acuité visuelle. Parce qu'il y en a beaucoup qui se plaignent de rien voir, vous lui faites lire 10 sur 10 impeccable, voilà. Mais Mademoiselle Boukaki, elle a à l'œil droit une acuité visuelle diminuée à 1 sur 10 P10, alors qu'à l'œil gauche elle a 10 sur 10 P2. Je vous rappelle, 1 sur 10 c'est l'échelle de loin, c'est vraiment pas bien du tout. P10 c'est l'échelle de près qui est de côté de P14 à P2, et P10 c'est vraiment une vision de près très très faible également. Vous suspectez alors donc une baisse d'acuité visuelle unilatérale chez une femme jeune, vous suspectez donc une NORB, c'est-à-dire une neuropathie optique rétrobulbaire de l'œil droit. Question numéro 1. Quels éléments de l'interrogatoire recherchez-vous pour étayer le diagnostic de NORB? Eh bien, pour étayer le diagnostic de NORB, il faut savoir que le terrain, c'est plutôt une femme jeune. Donc, effectivement, son terrain étaye ce diagnostic. Dans l'histoire de la maladie, on va lui demander si la baisse d'acuité visuelle brutale unilatérale survient bien sur un œil blanc, parce qu'il n'y a pas d'œil rouge, ce n'est pas une pathologie du segment antérieur, et si cette baisse d'acuité visuelle est accompagnée de douleur lors de la mobilisation du globe. Il faut savoir que la douleur lors de la mobilisation du globe est un signe qui est très en faveur de la norme, parce qu'on sait qu'il peut y avoir une inflammation, notamment donc, au niveau des muscles oculomoteurs, proche du nerf optique rétrobulbaire derrière le globe oculaire. Et cette inflammation qui est autour de la gaine du nerf optique peut toucher donc les muscles oculomoteurs qui seront donc inflammés. Et lorsqu'on bougera les muscles oculomoteurs, à cause de l'inflammation, il pourrait y avoir une douleur lors de la mobilisation de cet œil. Donc ça, c'est un signe très en faveur de la norbe. Et on cherchera également à l'interrogatoire un phénomène de Uthoff. Le phénomène d'Uthoff, ça, on en parlera à la dernière question de ce dossier. Donc n'oubliez pas, douleur lors de la mobilisation du globe. Quelles données de l'examen clinique à la question 2 recherchez-vous pour appuyer ce diagnostic lors de votre examen ophtalmo? Qu'est-ce que vous recherchez? On va rechercher lors de l'examen ophtalmo déjà une baisse d'acuité visuelle, lors de la mesure de l'acuité visuelle. On va chercher surtout, c'est ça qui était important dans cette question, c'est le signe de Marcus Gunn. Alors le signe de Marcus Gunn est vraiment très important à savoir. Alors la définition du signe Marcus Gunn, c'est pas toujours facile à comprendre quand on est externe. C'est quoi la définition? C'est une mydriase paradoxale de l'œil atteint lors de l'éclairement de l'œil de cet œil-là. Ça veut dire que si on comprend bien, c'est-à-dire qu'en éclairant l'œil touché, eh bien, au lieu d'avoir un myosis, qu'on a dans un réflexe photomoteur direct, on aura une mydriase. Voilà, c'est ça la définition du signe de Marcus Gunn. Mais alors vous allez dire, mais comment ça se fait? Moi, quand j'étais externe, je ne comprenais rien à cette histoire de mydriase paradoxale. D'où paradoxale, d'où mydriase. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça très simplement pour que vous compreniez bien. Il faut savoir déjà comment fonctionne le réflexe photomoteur. Le réflexe photomoteur, c'est quand on éclaire un œil avec une lumière, on va stimuler le nerf optique, le nerf 2, le nerf 2 de cet œil-là. Et le nerf 2, il va envoyer une stimulation qui est proportionnelle à la lumière qu'il reçoit. Et il va envoyer cette stimulation, cette information, sous forme de signal électrique, il va l'envoyer jusqu'au cortex. Et le cortex va ensuite entraîner une réponse efférente, une réponse qui va aller sur les deux nerfs 3, sur les nerfs 3 des deux yeux. Et les nerfs 3 va ensuite provoquer un myosis des deux yeux en réponse à la stimulation visuelle de l'œil éclairé. Vous avez compris, il y a une boucle, donc le nerf 2 répond à cette stimulation lumineuse, il envoie au cortex et le cortex renvoie cette réponse à travers les deux nerfs 3, aussi bien à droite qu'à gauche, et ces deux nerfs 3 vont provoquer un myosis. Et c'est ça qu'on appelle le réflexe photomoteur.
Donc réflexe photomoteur, c'est le myosis provoqué par l'éclairement de l'œil. Et le réflexe photomoteur se produira aussi bien sur l'œil éclairé, c'est ce qu'on appelle le réflexe photomoteur direct, que sur l'œil non éclairé, l'œil contralatéral. Et à ce moment-là, on appelle ça le réflexe photomoteur consensuel. Le fait que donc, quand on éclaire un œil, eh bien, on a un myosis des deux yeux. Réflexe photomoteur direct, l'œil éclairé, et réflexe photomoteur consensuel, l'œil non éclairé. Pour l'instant, tout le monde est d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a une neuropathie optique, comme dans la norbe? Eh bien, on a une maladie du nerf optique, le nerf 2, le nerf numéro 2, et le signal qui sera envoyé au cortex dû à cette neuropathie, suite à une stimulation lumineuse, eh bien, cette information, ce signal électrique sera diminué parce que le nerf est endommagé par une inflammation, par la neuropathie optique. Ça veut dire que quand on va éclairer l'œil, en cas de norbe, eh bien, on aura un petit signal qui sera envoyé au cortex au lieu d'avoir un gros signal comme d'habitude. Et ce petit signal qui sera envoyé au cortex, eh ben, il va envoyer un petit signal sur les deux nerfs numéro 3, à droite et à gauche, et il y aura donc proportionnellement un faible myosis qui résultera de ce petit signal. Un faible myosis des deux côtés, aussi bien réflexe photomoteur direct que réflexe photomoteur consensuel. Voilà ce qui se passe en cas de norbe. Mais on aura quand même un petit réflexe photomoteur. Alors, pour démasquer ce petit myosis par rapport à un vrai myosis qu'on a habituellement, comment faire? Eh bien, c'est très simple. On va éclairer tout d'abord l'œil qui n'est pas atteint par la norbe. On va éclairer l'œil qui n'est pas atteint. Et donc, le nerf optique de l'œil pas atteint va envoyer un gros signal au cortex qui va renvoyer un gros signal aux deux nerfs 3 à droite et à gauche. Et on aura donc deux bons myosis. Très bien. Et à ce moment-là, tout de suite après, on va passer à l'éclairage de l'œil atteint par la norbe. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on aura un petit signal du nerf optique de l'œil atteint qui va envoyer au cortex, qui va répondre par un faible myosis, donc un petit rétrécissement de la pupille des deux yeux. Mais comme on aura d'abord éclairé l'œil non atteint, on aura donc deux vrais myosis, des pupilles bien serrées, et ensuite on va éclairer l'œil atteint, et en éclairant l'œil atteint, on aura deux myosis, donc bilatéraux, un peu moins serrés que précédemment. Et le fait de passer de l'œil non atteint à l'œil atteint, on passera d'un très gros myosis bien serré à un myosis moins serré, et c'est ça qui donnera l'impression d'avoir une mydriase, c'est-à-dire qu'on passe d'un myosis très serré à un myosis moins serré, et on a l'impression que la pupille s'élargit, ce qui est vrai, mais ce n'est pas une vraie mydriase, c'est une mydriase paradoxale, c'est-à-dire qu'on passe d'un myosis très serré à un myosis moins serré, et ça nous donne une fausse impression de mydriase, même si on a vraiment la pupille qui s'élargit. J'espère que vous avez compris cette explication, qui est un petit peu longue, mais qui permet de comprendre qu'en fait le signe de Marcus-Gunn, c'est qu'on éclaire l'œil pas atteint et on éclaire l'œil atteint. Et si en éclairant l'œil atteint, on voit qu'on passe d'un myosis serré à un myosis moins serré, on verra une fausse mydriase. Et si on voit cette mydriase, c'est qu'on a bien un signe de Marcus-Gunn et qu'il faudra vraiment suspecter la norme. Voilà. Alors ensuite, à part le signe de Marcus-Gunn, eh bien, on peut également faire lire le patient avec une échelle de vision des couleurs, qu'on appelle le test de Ishihara. Et on demande au patient de voir des chiffres qui sont écrits de couleurs sur un fond de couleurs différentes. Et s'il fait des erreurs en regardant ces chiffres, c'est le test de Ishihara, eh bien, on pourra dire qu'il a une altération de la vision des couleurs qui est également un signe de norbe. Un signe négatif qui est important, c'est qu'en dehors de ça, tout le reste de l'examen ophtalmologique est normal, c'est-à-dire que le fond d'œil, dans la majorité des cas, sera normal. On peut avoir dans certains cas un œdème papillaire dans une norbe, on appelle ça dans ce cas-là une papillite, mais dans la majorité des cas, c'est vraiment un fond d'œil strictement normal. On ne voit rien de particulier à l'examen ophtalmologique en dehors de la baisse d'acuité visuelle et du signe de Marcus-Gunn. Question numéro 3. Quels examens complémentaires en cas de norbe demandez-vous dans ce cas et quels résultats en attendez-vous? Eh bien, en cas de suspicion de neuropathie optique rétrobulbaire, eh bien, on va demander 3 examens complémentaires. Le premier, ce sera le champ visuel de Goldman.
Donc le champ visuel de Goldman, c'est le champ visuel qu'on demande, c'est un examen complémentaire qui est fait par une orthoptiste et qui est en fait un examen du champ visuel pour chercher une neuropathie optique. C'est dans le cadre de la neuro-ophtalmologie. Ce n'est pas le même champ visuel que le champ visuel de Humphrey qui est fait par une machine et qu'on demande dans le cadre du glaucome. Là, c'est vraiment à la recherche d'un scotome central ou sécocentral, ça veut dire une amputation, une tache à côté de la tache aveugle, vraiment au centre de la vision, et qui signera une neuropathie optique rétrobulbaire. En plus du champ visuel de Goldman, il faut bien demander un examen électrophysiologique qu'on appelle des potentiels évoqués visuels qui nous montreront des altérations de ces signaux électriques avec des allongements des latences au niveau du nerf optique. C'est vraiment un examen des signaux électriques. Et enfin, on demandera un examen d'imagerie qui sera une IRM orbitaire et cérébrale à la recherche d'hypersignaux T2 du nerf optique et également à la recherche d'hypersignaux cérébraux qui pourraient évoquer une sclérose en plaques ou du moins qui serait un facteur de risque si elle n'avait pas de signe de sclérose en plaques de développer plus tard une sclérose en plaques. Donc on recherche hypersignal du nerf optique et également hypersignaux cérébraux. Question numéro 4, en cas de NORB, par exemple, si cette patiente qui a une acuité visuelle très abaissée à 1 sur 10, qu'est-ce qu'on va faire comme traitement? Eh bien, le traitement, c'est un peu comme dans une poussée de sclérose en plaques. Eh bien, on va réaliser des bolus de corticoïdes Solu-Medrol, 1 g par jour, 3 jours de suite, des flashs de Solu-Medrol, avec un petit relais par cortencile dégressif en 10 jours. On n'est pas obligé de marquer ce relais cortencile. C'est un relais très très court, en moins de 10 jours, pour juste que la décroissance soit moins fatigante pour la patiente que si on fait 3 bolus et qu'on arrête tout. Il ne faut pas faire une décroissance plus longue. Les décroissances sur plusieurs mois avec des relais Péros sur plusieurs mois sont vraiment contre-indiquées dans les études. Donc c'est vraiment un relais très très bref qu'il faut faire. Vous pouvez même ne pas en parler pour ne pas porter à ambiguïté. Je le mets entre parenthèses. Hop, je le mets entre parenthèses. Voilà. Question numéro 5. Hélas, c'est vraiment la réalité d'aujourd'hui. La patiente est très très angoissée car elle est allée sur Internet et a lu des informations sur la sclérose en plaques. Ça, c'est notre quotidien. La patiente, vous lui dites qu'elle a une neuropathie optique, vous ne lui dites pas NORB, parce que si elle tape NORB sur Internet, elle va tomber tout de suite sur sclérose en plaques. Et là, elle est très angoissée. Elle vous dit, oui, j'ai vu que je pouvais avoir la sclérose en plaques. Donc là, la patiente vous pose cette question très ouvertement. Elle vous demande si elle va avoir une sclérose en plaques. Que lui répondez-vous? C'est très, très délicat. Mais effectivement, ça reste vraiment dans la philosophie de l'ENC sur la communication avec le patient. Eh bien, il ne faut pas lui mentir. Effectivement, faut dire la vérité. Il faut être sincère. Effectivement, il existe un risque de développer une sclérose en plaques, mais il faut essayer d'être rassurant avec le patient, lui dire que c'est juste un premier épisode. Ça ne veut pas du tout dire qu'elle a une sclérose en plaques, mais ne pas nier qu'il y a un risque de développer plus tard une sclérose en plaques. Mais vous pouvez lui dire que dans la majorité des cas, c'est un épisode qui peut être complètement isolé et qui ne reviendra jamais. Voilà ce qu'il faut répondre à la patiente. Maintenant, pour vous, il faut savoir qu'il existe un risque de développer une sclérose en plaques à distance d'une NORB de 30 à 70% des cas. C'est vrai que ça paraît quand même assez élevé. Alors, qu'est-ce qui va faire varier ce chiffre qui, vous voyez, entre 30 et 70, c'est quand même une grosse variation. Eh bien, c'est en fonction des lésions que vous trouverez déjà à l'IRM. Si vous voyez sur l'IRM des lésions ailleurs qu'au nerf optique, que vous voyez dans le cerveau des hypersignaux, eh bien, la patiente sera très à risque de développer plus tard une sclérose en plaques et c'est là que ça peut monter à 70%. Par contre, si vous n'avez rien sur l'IRM et que des hypersignaux au niveau du nerf optique, vous pouvez vous montrer plus rassurant vis-à-vis de la patiente et là, le risque de développer une sclérose en plaques descend aux alentours de 30%, ce qui fait quand même un tiers des cas, il faut le reconnaître.
Il faut savoir que la neuropathie optique rétrobulbaire est le premier signe annonciateur d'une sclérose en plaques dans 15 à 30% des scléroses en plaques. Mais il ne faut pas dire ces chiffres-là, bien sûr, aux patients. Question numéro 6. Quelles sont les autres atteintes ophtalmologiques au cours de la sclérose en plaques? Ça, c'est une question qui est assez transversale, qui demande à bien connaître la sclérose en plaques. Eh bien, en plus de la neuropathie optique rétrobulbaire, on peut avoir également des paralysies du nerf oculomoteur externe, donc le nerf 6, qui permet de regarder en dehors. Et on peut également avoir une ophtalmoplégie internucléaire. C'est ça ce qu'il fallait vraiment surtout répondre à cette question. L'ophtalmoplégie internucléaire, c'est en fait une atteinte de la bandelette longitudinale postérieure, qui est en fait la bandelette qui relie le noyau du nerf 3 au noyau du nerf 6 contralatéral, qui permet de coordonner les deux yeux quand vous regardez sur le côté, qui bougent en même temps le 3 et le 6 en même temps. Eh bien, c'est grâce à la bandelette longitudinale postérieure qu'on a une coordination dans les mouvements latéraux. Eh bien, en cas de sclérose en plaques, on peut avoir une atteinte, une démyélinisation au niveau de cette bandelette longitudinale postérieure et qui va résulter en un manque de coordination dans les mouvements latéraux. Ça veut dire qu'on aura un nerf 6 qui peut tourner sans que le nerf 3 suive. C'est-à-dire qu'on peut avoir une diplopie dans les mouvements latéraux, mais en conservant une bonne convergence des yeux, car c'est juste au niveau de la coordination qu'il y aura un déficit. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'ophtalmoplégie internucléaire. Dernière question, question 7, question de cours, c'est quelle est la définition du phénomène d'Uthoff? Le phénomène d'Uthoff, alors on va voir ce que c'est. Eh bien, le phénomène d'Uthoff, c'est simplement le fait qu'il y a une thermolabilité, des axones démyélinisés avec une baisse d'acuité visuelle lors d'une élévation de la température ou lors d'un effort physique. Vous demandez à la patiente si par exemple quand elle prend un bain chaud ou quand elle fait du sport, est-ce qu'elle a une baisse de vision? Et ça, ce sera en faveur d'une sclérose en plaques. Voilà, en conclusion, les mots-clés importants à retenir de la norme, c'est bien sûr le signe de Marcus Gunn, j'ai mis bien un quart d'heure à vous expliquer. Les examens à demander, champ visuel de Goldman, PEV et IRM cérébral et orbitaire, le traitement bolus de Solu-Médrol. Ce dossier, vous l'avez compris, il est transversal, il commence par une norme et il peut finir avec une sclérose en plaques. D'ailleurs, ce dossier est déjà tombé à l'ENC pour vous dire que vraiment c'est archi tombable. Il est tombé en 2006. Voilà, donc vous dire que ce dossier est vraiment dans la philosophie de l'ENC. C'était l'item numéro 125, œil et sclérose en plaques. Voilà, je vous remercie pour ce dossier numéro 2, c'est fini et on va donc pouvoir passer au dossier numéro 3.